l'écrivain romain Tite-Live nous a rapporté ces fêtes avec beaucoup de détails dans son histoire de Rome. Et il est vrai que la mise à sac de la ville de Rome va constituer un véritable traumatisme pour les Romains qui se croyaient très forts et à l'abri de toute invasion. Il est certain aujourd'hui que l'invasion de Rome et de l'Italie a été facilitée par le fait que les Celtes fournissaient à Rome depuis très longtemps des mercenaires. Donc les Celtes avaient une parfaite connaissance du monde romain. Et ces anciens mercenaires ont permis une parfaite infiltration des structures du pays, des structures de l'organisation romaine. Ils avaient une connaissance très précise de la situation locale. Le ver était déjà dans le fruit. Les Romains vont mettre plusieurs années à se ressaisir, et après de multiples affrontements, ils vont réussir à reprendre peu à peu le contrôle de leur territoire. Ils vont prendre déjà Milan. Milan, la capitale du peuple celtique des Insubres, et peu à peu, les Romains vont recontrôler la péninsule italienne. Vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Celtes vont pousser leurs guerriers vers l'est. Ils vont avancer vers la Grèce et les pays voisins de la Grèce. On sait que les chefs celtes ont rencontré Alexandre le Grand pour un échange diplomatique. Alexandre devait les impressionner et ils n'ont pas osé l'attaquer militairement. Par contre, nous avons des écrits grecs très amusants. On apprend qu'Alexandre a demandé aux chefs celtes ce qu'ils redoutaient le plus, et ces chefs auraient répondu: ce que nous redoutons le plus, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. L'empire macédonien d'Alexandre et l'empire grec qui lui succédera va constituer très longtemps une barrière efficace pour les Celtes qui n'oseront pas s'avancer sur ces territoires. Ils vont pourtant occuper au IVe siècle avant Jésus-Christ le nord-ouest de la Hongrie, le sud-ouest de la Slovaquie actuelle et une partie de la Transylvanie. Évidemment, à la mort d'Alexandre, ils vont se jeter sur le monde grec, développer leur implantation. Ils vont s'installer en Thrace, ils vont s'installer donc au bord de la mer Noire, ils vont s'installer en Macédoine, le pays d'origine d'Alexandre, et le roi Ptolémée qui va s'opposer à leur avance sera capturé et décapité. Après cette victoire, l'armée des Celtes va se scinder en deux, et leur chef Brennus va en profiter pour fondre sur la Grèce. Et en moins 279, les Celtes vont prendre la ville de Delphes, grande ville grecque. C'est un désastre. La ville est pillée, un trésor considérable est saisi. On a dit que l'or aurait été rapporté en Gaule, où il aurait rejoint l'or issu du pillage de Rome. Le butin aurait été dissimulé dans des sanctuaires ou dans des forteresses du Languedoc jusqu'à Toulouse. Nous trouvons ici l'origine de beaucoup de fantasmes sur les trésors supposés du Languedoc et du pays cathare. C'est un peu l'origine de toutes ces suppositions. Le chef Brennus va être blessé à Delphes et on dit qu'il s'est suicidé pour abréger ses souffrances. L'invasion de la Grèce va s'achever ainsi et les Celtes vont se replier en Bulgarie, où ils vont créer un royaume mais extrêmement éphémère que l'on va appeler le royaume de Tilis, sur lequel on a très peu d'informations. Il y aura un groupe de Celtes particulier qu'on appelle les Galates, qui va franchir le Bosphore et passer en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Ils vont tenter de s'intégrer au monde grec, mais c'est un échec. Les Celtes, qui sont considérés quand même comme des barbares, ne l'oublions pas, vont être repoussés de partout et les Galates vont constituer une minorité isolée. Et ça va durer longtemps puisque vous vous souvenez probablement que dans les lettres des apôtres, Saint Paul envoie des lettres aux Galates. Ce sont les descendants de ces Celtes installés dans l'actuelle Turquie.
Dans le sud-ouest de la France, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on va noter une infiltration celtique qui arrive de l'Est et qui va bientôt traverser les Pyrénées et s'installer en Espagne. En France, enfin dans ce qui sera un jour la France, l'Armorique, ce territoire qui est aujourd'hui la province de Bretagne, eh bien, ce pays devient peu à peu un pays celtique, notamment entre les 5e et 6e siècles. C'est d'ailleurs la seule région qui a pu maintenir un fort régionalisme et la seule langue celtique véritablement encore parlée à nos jours. Le breton hérite directement des langues celtiques. C'est la preuve d'ailleurs de l'appartenance de notre Bretagne au vaste domaine celtique des époques anciennes. Le problème, c'est que les Celtes qui se sont installés en Gaule vont être bouleversés lorsque les troupes du général romain Jules César vont menacer la Gaule. L'inquiétude, l'agitation vont gagner les tribus celtes qui vont se regrouper derrière leur chef qui s'appelle Bituite à cette époque. Les Celtes d'Italie, eux, sont déjà assimilés au monde romain et les Celtes d'Espagne commencent à le devenir. Donc il y a une résistance et elle est en Gaule. Seule la Gaule résiste à l'envahisseur romain. Et la résistance va s'organiser en Auvergne, dans le Massif central, autour d'une tribu qui s'appelle la tribu des Arvernes, qui a d'ailleurs donné son nom à l'Auvergne actuelle. Alors les Celtes que nous appelons alors des Gaulois, mais ce sont les mêmes, sont écrasés par les Romains, et les Romains vont s'installer dans la Gaule narbonnaise, c'est-à-dire la région de Narbonne, Arles, Narbonne, etc., qui devient une province romaine. Alors nous avons le détail de tous ces combats, de toutes ces conquêtes, grâce au rapport que Jules César envoyait régulièrement au Sénat de Rome, qu'on a d'ailleurs rassemblé ces rapports dans un ouvrage qui s'appelle le Bellum Gallicum ou De Bello Gallico selon l'ouvrage. C'est la guerre des Gaules ou à propos de la guerre des Gaules. Dans ces rapports, César, qui est très critiqué à Rome, il est assez mal vu par le Sénat. Alors César a tendance à exagérer la situation pour se donner de l'importance. C'est un fieffé menteur, ce Jules César. Alors il va augmenter sans vergogne le nombre des ennemis qu'il doit combattre. Il va augmenter de la même manière l'importance des villes dont il s'empare. Il faut globalement diviser par 2 et parfois par 3 tous les chiffres qu'il donne dans son livre La guerre des Gaules. Jules César n'en est pas moins un remarquable général et il va parvenir à se battre sur plusieurs fronts. Il va envoyer des légions en direction des tribus belges. Alors les Belges, c'est le peuple le plus puissant des Gaules, puisqu'à l'époque la Belgique n'existe pas, bien sûr. Et les Romains vont quand même parvenir à écraser ces tribus belges. Ils ne peuvent pas s'opposer aux qualités militaires des légionnaires romains. C'est vrai que les Celtes fonctionnaient un peu en désordre par rapport à cette armée romaine qui était extrêmement organisée, avec des centuries, des décuries, etc. C'était une organisation militaire remarquable. À ce moment-là, Jules César, qui en termine avec les Belges, s'avance vers l'ouest et descend, il avance ses légions vers la Bretagne. Et là, il va rencontrer une résistance féroce de la part des Gaulois. Pourtant, il continue à envoyer des lettres au Sénat romain dans lesquelles il indique que tout va bien, que l'ordre règne en Gaule. Seulement le Sénat romain a quelques espions placés dans l'entourage de Jules César, et les sénateurs ne sont pas dupes. Ils comprennent que la résistance des Gaulois est extrêmement sévère, notamment les Carnutes, cette tribu très puissante qui proclame une guerre nationale contre Rome. Et on parle bien sûr d'une célèbre réunion dans la forêt des Carnutes où les druides vont se réunir pour prédire le succès de la guerre sacrée pour l'indépendance.
Alors évidemment, pour mener cette guerre sacrée contre les Romains, il faut un chef. On va choisir un chef dans la tribu des Arvernes et on va choisir Vercingétorix. C'est un prince Arverne de très haut rang, c'est le fils de Celtil, très grand chef gaulois. Mais Celtil, on l'avait mis à mort quelques années plus tôt parce qu'il avait la prétention de vouloir rétablir la royauté et ça l'avait rendu très suspect aux yeux des Gaulois qui l'avaient exécuté. Néanmoins, Vercingétorix, son fils, jouit d'une très très grande renommée et surtout, Vercingétorix connaît très bien les Romains. Parce que Vercingétorix, on pourrait presque dire qu'il a été romain. Tout jeune, il faisait partie des Gaulois que l'on envoyait en otage auprès des Romains. Donc peut-être vers l'âge de 10-15 ans déjà, il s'est retrouvé à Rome. Donc il parle parfaitement la langue des Romains. Et puis il reviendra un jour chez lui, il redeviendra chef gaulois, seulement avec une connaissance formidable de l'organisation des armées romaines. Il va rapidement, ce Vercingétorix, rallier la majeure partie des tribus celtiques du centre de la Gaule. Il va rallier également les tribus de l'Armorique et il va mettre en œuvre un grand soulèvement contre l'envahisseur romain. Son but, sa stratégie, c'est de couper la communication entre l'armée romaine qui séjourne en Gaule et l'Italie, de manière à ce que les Romains ne soient plus approvisionnés. Mais Jules César a bien compris cette manœuvre, il va être plus rapide et il va contraindre Vercingétorix à se réfugier avec ses troupes en Auvergne. Et Vercingétorix va demander aux Gaulois de pratiquer la terre brûlée, c'est-à-dire de brûler toutes les villes, tous les villages sur le passage des Romains. Seulement, les villes n'acceptent pas facilement de se livrer à cette action, en particulier la ville d'Avaricum, une très grande ville qui s'appelle aujourd'hui Bourges, et cette ville va refuser. Et alors les Romains vont assiéger Avaricum et y massacrer 40 000 habitants. Ce sont les chiffres de Jules César. 40 000 habitants, ça paraît beaucoup pour cette époque, mais pourquoi pas. Les Gaulois comprennent enfin que le plan de Vercingétorix de la terre brûlée est la meilleure solution, et peu à peu, les rapports de force vont s'inverser. César avance sur un désert, il ne parvient pas à s'emparer de Gergovie, une autre grande ville, et ses troupes sont harcelées par les Celtes d'une manière très efficace, au point que le général romain envisage de revenir vers Rome. Mais à ce moment-là, il y a un rebondissement formidable. Les Gaulois, grisés par leur succès, vont se heurter au cours d'une opération de harcèlement aux auxiliaires germains des Romains. Et là, nous sommes Celtes contre Celtes, parce que les Germains sont des Celtes. Et alors, les Gaulois vont être repoussés et vont être obligés de se retirer dans une citadelle, la citadelle de la tribu des Mandubiens, cette citadelle qui s'appelle Alésia. Et Alésia, eh bien, c'est le piège fatal pour Vercingétorix. Il va s'enfermer dans cette ville avec environ 80 000 guerriers, ce qui est énorme, mais seulement 30 jours de vivre, parce qu'il faut donner à manger à tout le monde, et ce n'est pas facile dans une ville assiégée. Par contre, il a le temps d'envoyer sa cavalerie dans toute la Gaule pour rassembler des renforts, pour venir lui porter secours dans cette ville d'Alésia assiégée. Mais César a compris qu'il tient là sa victoire. Il va faire construire un piège gigantesque autour de la ville d'Alésia, avec un réseau de défense tourné vers la ville pour empêcher les gens de sortir, mais aussi tourné vers l'extérieur pour empêcher les renforts d'arriver. Ce sont des techniques militaires que les Romains possédaient parfaitement bien et qui étaient d'une efficacité redoutable. En Gaule, personne ne comprend la gravité de la situation. Les renforts sont difficiles à rassembler, ils arrivent trop tard, et Vercingétorix est dans la ville, enfermé avec des hommes épuisés par les privations. Des combats vont quand même s'engager, les Romains auront facilement le dessus et ce sera la déroute pour toutes les troupes gauloises.
les renforts vont battre en retraite, donc plus de secours possible.